Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur la chaîne Twitch de Science et Avenir, la chaîne Twitch de Science et Avenir que nous avons créée il y a maintenant quelques mois et sur laquelle nous émettons tous les jeudis pour un direct, 1 heure et demie de direct. On commence à 17h30, on s'arrête à 19h et on discute toutes les semaines avec des scientifiques de disciplines différentes. On a fait plein de sujets différents. On a parlé des araignées, on a parlé des ondes gravitationnelles, on a parlé de la médecine légale. Et aujourd'hui, salut à Lixas, qui est le premier à nous faire un petit coucou sur le chat qui est visible de tous sur l'interface de Twitch. Et cette semaine, nous allons dialoguer avec deux physiciens. Lixas, il nous dit qu'il est médiateur scientifique et il est ravi de nous voir dans le coin. Salut à Sambarum, bonjour à Sagittarius BT. Il y a des pseudos que je reconnais. Je pense qu'il y a des récidivistes. Il y a des gens qui nous suivent sur cette chaîne Twitch de Science et Avenir. Alors, nous sommes avec deux physiciens aujourd'hui. Nous sommes avec Mathias Fink en haut à gauche. C'est comme quand on est sur un ring de boxe, on dit en haut à gauche, en haut Et à droite. Voilà. celui qui n'a pas beaucoup de cheveux. Voilà, Mathias Fink, qui est physicien, qui est professeur à l'ESPCI. L'ESPCI, c'est une école d'ingénieurs, hein, l'école supérieure de physique et de chimie de la ville de Paris. Vous y êtes titulaire, Mathias Fink, de la chaire Georges Charpak, que vous avez connu, qui était un physicien français qui a eu le Nobel. On aura l'occasion d'en parler. Et à ma droite, on est avec Michael Tanter. Michael Tanter, vous aussi, vous êtes attaché à l'ESPCI parce que c'est là que vous dirigez le laboratoire physique pour la médecine, laboratoire INSERM, donc ESPCI, on l'a dit, et CNRS. Bonjour. Bonjour. Si nous sommes ensemble aujourd'hui. Alors, avant de démarrer quand même dans le débat, je dis coucou à mon collègue invisible Valentin Collia, qui est journaliste à Science et Avenir, community manager, qui fait la régie de ce Twitch. Hein, sans Valentin, ben, il n'y aurait pas de Twitch. Moi, je suis Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle numérique de Science et Avenir, la recherche. Science et Avenir, la recherche, vous connaissez forcément si vous êtes avec nous maintenant. Vous connaissez parce que vous l'avez aussi vu dans les kiosques, chez les marchands de journaux. C'est un magazine mensuel qui existe depuis bien des années, hein, puisque le premier numéro il est sorti en 1947. Ça, c'est le numéro qui est disponible actuellement. C'est un magazine qui est fait par une équipe de journalistes, une rédaction d'une trentaine de journalistes. Ça se fait rare, les rédactions par les temps qui courent, c'est bien dommage. Et donc, quand on a la chance d'en avoir, il faut le mettre en avant. Une trentaine de journalistes qui fabriquons tous les mois ce magazine mensuel, mais aussi le hors-série. Par exemple, ça, c'est le dernier qui est sorti, le hors-série Science et Avenir. On appelle ça les indispensables maintenant, qui parlent du bien manger, qui donne un petit peu, qui montre ce que peuvent être la junk food et comment s'en détourner. Et enfin, il y a le trimestriel La Recherche, trimestriel La Recherche, qui est un MOOC, un magazine livre qu'on trouve aussi dans les librairies. Alors, j'en reviens au sujet du jour avec Mathias Fink et Michael Tanter. Vous êtes, Michael Tanter, il y a quelques temps, dans une précédente conversation, vous m'aviez dit qu'enfant, vous aviez été fasciné par les aventures de Jules Verne et vous me disiez la science, c'est un voyage et tous les deux, vous êtes des voyageurs de la science parce que vous êtes à l'origine d'un dispositif qui permet de voir l'invisible. Ça aussi, Michael Tanter, c'est quelque chose que vous m'aviez dit, ça permet de deviner un monde opaque où la lumière ne peut pas aller. C'est un dispositif qui est basé sur l'utilisation des ultrasons et qui permet d'aller à l'intérieur du corps humain pour savoir ce qu'il s'y trame, en quelque sorte. Et tous les deux, vous êtes donc, on va le dire comme ça, les co-inventeurs de l'imagerie ultra rapide, ultra sonore, puisqu'elle se base sur les ultrasons. Et ce dispositif fait que vous êtes aussi, en ce moment, à l'heure actuelle, les finalistes d'une compétition, je ne sais pas comment dire ça, certains n'hésitent pas à passer le pas et
parle de l'Eurovision des inventeurs. C'est une cérémonie qui est organisée par l'Office européen des brevets. Parmi 400 équipes d'inventeurs, ils ont choisi une poignée de scientifiques, d'ingénieurs, d'inventeurs, et vous allez savoir dans quelques jours, le 17 juin, si vous êtes les lauréats de cette compétition, de ce concours des inventeurs organisé par l'Europe. Alors déjà, quel est votre état d'esprit par rapport à ça, Matthias Fink? C'est plutôt sympathique parce que nous, on n'a fait aucune démarche pour ça. Le brevet qu'on a déposé avec Michael apparemment a retenu leur attention et on est très content parce que quelque part la science est un peu dénigrée ces derniers temps. Voir qu'il y a des belles inventions en tout cas qui existent et qui viennent de France, c'est sympathique. Et donc, pour nous, c'est une plateforme pour expliquer notre invention, pour expliquer aussi qu'on a créé beaucoup d'emplois. Une très belle société a été en créée France qui s'appelle Supersonic Imaging à partir de ce brevet et qui a 175 personnes et qui a installé dans le monde plus de 3000 systèmes qu'on appelle les explorers, parce que la société est basée à Aix-en-Provence et l'appareil, on l'a nommé l'Explorer. Et donc, pour nous, c'est de montrer qu'il y a une belle histoire et si on peut rappeler un peu aux Français que finalement, la France est encore forte au niveau des inventions. Il y a juste quand même un petit chagrin qu'on a, c'est que notre société a été rachetée par une très grande boîte américaine dernièrement. Ça veut dire que il y a des très bons inventeurs en Europe, en France, mais on peut créer des belles sociétés, des startups sur des ruptures technologiques, et vous verrez, c'est vraiment une rupture technologique si on l'a trouvée. Mais dans le système français, on ne crée pas de Google ni de grandes boîtes. Et très vite, ces sociétés qu'on a créées, on en a créé d'autres, ont été rachetées par des sociétés étrangères. Oui, on a notre internaute Sagittarius BT qui dit la France est très forte, mais les Américains et les Chinois achètent tout. Michael Tanter, c'est vrai qu'il y a beaucoup de clichés autour des inventeurs, des entrepreneurs français dont on dit que justement ils inventent moins que les autres, que les scientifiques français ils rechignent à sortir de leur labo pour concrétiser leurs inventions. C'est pas vrai. Ben oui, c'est complètement faux en fait, et c'est bizarre qu'on montre la recherche du doigt comme ça, parce que au contraire, la recherche française, les chercheurs français sont extrêmement reconnus dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui font de la très belle recherche en physique, en chimie, en biologie, dans tous les domaines. On a des très très bons chercheurs. Tout est fait en plus pour aider les chercheurs à créer, à partir de leurs recherches, à créer des entreprises, à aider que leurs recherches deviennent quelque chose qui soit vraiment utilisé dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas là qu'est le problème en fait, et Mathias l'expliquait super bien. C'est juste que on arrive à créer l'invention, on arrive à prouver que ça marche, on arrive à la mettre dans une entreprise française, et c'est en fait plus tard que ça marche plus. Donc en fait, la chaîne entre vous voyez la recherche académique et le transfert de relais ensuite, et le transfert de témoins à l'industrie, elle marche au démarrage. C'est après que ça marche pas. C'est plutôt les financements. Alors les financements qui arrivent derrière qui ne suivent pas en fait. En fait, on cherche à montrer du doigt la recherche française, alors qu'elle est de très grande qualité et elle souffre en ce moment. Elle souffre énormément. Alors notre internaute Sanguinarius, il pose la question là, les investisseurs français, c'est là que le bas blesse. On parle beaucoup des capital risqueurs. Hein. Les capital risqueurs, ils risquent pas grand-chose en France. Ils sont assez frileux, Matthias Fink. Ils sont frileux, mais dans le cas de notre aventure, c'était une telle rupture technologique quand on a trouvé ça en 2004-2005 qu'on a ramené 10 Français qui étaient aux États-Unis dans des grandes boîtes, dans des grandes sociétés qui faisaient de l'imagerie médicale, qui sont venus en France, revenus en France pour créer la société. Et nous, on a eu de l'investissement au départ. On a démarré avec des investissements importants de 10 millions d'euros, puis après il y a eu des sommes encore bien plus grandes qui sont arrivées. Le vrai problème, c'est qu'on était dans le cas le plus idéal, puisque c'était une invention qui intéressait beaucoup de gens.
Le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, les grands de l'imagerie médicale voient qu'on est là et qu'on a un produit qui risque de les gêner. Et là, les grands commencent à vous attaquer. Et là, les petites sociétés françaises, elles n'ont pas les reins assez solides pour se défendre contre les attaques des grands. Et au bout d'un certain temps, on est rentré en bourse. Même Supersonic Imaging est rentré en bourse. Mais ça n'a pas suffi. Il y a eu plusieurs attaques qui ont fait que la valeur de la société a baissé et qu'elle a été rachetée illico par une grande société américaine. Et quelque part, il manque en France des aides très fortes quand une petite société a commencé à devenir un peu grosse. C'est le moment où elle va intéresser l'étranger. Et là, il n'y a aucune aide. Et là, les attaques sont très fortes. La loi du marché est féroce. Nous, on a découvert ça. Nous, on est des inventeurs du public. On n'est pas, c'est pas nous qui sommes dans ces sociétés à temps plein. Mais et là, il y a une faiblesse, c'est que même si on a des belles inventions, même si on a des belles startups, combien de startups qui ont vraiment fait des ruptures technologiques restent françaises? Je dirais zéro. Il y a des startups sur les services et tout qui grossissent pas mal en France, mais sur les ruptures technologiques, très peu. Et donc, il y a un message qu'on veut faire passer à travers ce prix potentiel de l'inventeur européen, c'est il faut que l'État aide aussi pour qu'en France, on ait quelques sociétés qui deviennent grandes. En Allemagne, il y a beaucoup de sociétés qui ont plus de 1000 personnes. En France, on a soit des petites startups, soit des grandes industries qui ont 10 000 ou 100 000 personnes. Mais entre les deux, on a beaucoup de mal à créer des sociétés qui ont 1000, 5000 personnes et qui développent des ruptures technologiques. Et ce sont les fameuses sociétés dont l'Allemagne est très riche, par exemple, voilà, et qui manquent tellement. Qui manque tellement à la France. Alors, on va revenir justement à la science et à cette rupture technologique, tout ce qu'il y a derrière votre invention. Précisons quand même simplement, et c'est vachement important, que dans le cadre de ce prix européen, vous saurez le 17 juin si Matthias Fink et Michael Tanter, vous êtes lauréats du prix dans le domaine de la recherche, mais les internautes, là, vous qui nous regardez, vous pouvez vous aussi voter pour le prix du public. Il y a un certain lien qui est dans l'article de Science et Avenir qui annonce ce Twitch, mais que Valentin va sans doute mettre aussi sur le chat. Et grâce à ce vote en ligne, vous pourrez pousser tel ou tel candidat. Et donc, évidemment, Cocorico, Michael Tanter et Matthias Fink, mais pas simplement parce que c'est Cocorico, mais parce qu'effectivement, l'invention, elle est quand même assez stupéfiante. Et à la base de ça, il y a les ultrasons. Alors, les ultrasons, c'est quelque chose qu'on connaît, je ne sais pas, dans la bande dessinée, c'est les sifflets dans lesquels on souffle pour attirer les chiens, mais dans la vraie vie, ça peut servir, et notamment en médecine, à des choses très, très différentes. Les ultrasons, ça sert par exemple à détruire des tumeurs. Matthias Fink, c'est une onde qu'on peut, de façon concentrée, utiliser pour viser une tumeur, par exemple. Voilà, les mêmes ultrasons, suivant la puissance à laquelle on s'envoie, peuvent soit servir à faire du diagnostic pour faire de l'échographie, soit, si on multiplie par quelques milliards la puissance émise, alors là, on peut brûler des tumeurs ou on peut détruire des calculs dans le rein. Et donc, les ultrasons peuvent servir à beaucoup de choses. Mais vous les utilisez pour faire de l'imagerie, c'est-à-dire pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Pour savoir ce qui se passe à l'intérieur du corps humain, on le sait tous, quand on va chez le docteur, eh ben, il va vous palper, il va appuyer sur votre peau pour deviner à la texture, à la dureté finalement, ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme. Michael Tanter, le dispositif que vous avez fait, il remplace la main du médecin. Alors, il va remplacer la main du médecin, mais même avant ça, les ultrasons, ils vont permettre de voir plusieurs invisibles. En fait, tout à l'heure, on parlait de voir l'invisible. Vous savez que le médecin, quand il essaie de regarder l'intérieur du corps, il ne peut pas le voir avec ses yeux parce que la lumière ne rentre pas facilement à l'intérieur des tissus humains. C'est pour ça qu'on dit que les tissus humains sont opaques. C'est l'endroit où la lumière a du mal à aller, où elle ne va pas. Et les ultrasons, en fait, ce sont d'autres types d'ondes qui nous permettent d'aller justement voir à l'intérieur du corps
cet invisible de l'optique. On arrive à voir en profondeur à l'intérieur des tissus parce qu'on envoie ces ondes et elles se réverbèrent et reviennent en arrière sur les sondes échographiques. Et pour cette invention, en fait, ce qu'on a essayé de faire avec Mathias, c'est d'essayer de voir un autre invisible. Vous savez, il y a plein d'invisibles en physique. Un deuxième invisible, c'est l'invisible de l'infiniment rapide. Quand vous tirez avec un pistolet une balle, en fait, la balle va traverser la pièce, mais vous êtes incapable de la voir parce que vos yeux regardent à peu près 50 images par seconde le monde qui vous entoure. Et donc, la balle traverse complètement la pièce avant même que vous ayez pu capter une image, en fait. Eh bien, avec l'invention qu'on a développée, on a pu à la fois voir à l'intérieur du corps, mais en plus voir à des cadences très très rapides, de plusieurs milliers d'images par seconde. Et donc voir cet invisible de l'infiniment rapide, de l'ultra rapide, en fait. Et grâce à ça, on a pu finalement remplacer la palpation du médecin, parce que cette imagerie ultra rapide nous permettait de voir des vibrations de notre corps, des vibrations mécaniques qui nous renseignent sur la dureté des organes. Or, vous savez, ce que fait le médecin lorsqu'il palpe un organe, c'est qu'il essaye de sentir de manière intuitive la dureté. Et là, on allait donner au médecin un appareil qui est capable de remplacer cette palpation intuitive par quelque chose qui est vraiment une cartographie de la dureté. Mais en fait, le dispositif Mathias Fink, il repose sur l'usage de deux types d'ondes différentes. Il y a une onde qui crée la secousse sismique à l'intérieur du corps et il y a l'onde qui fait l'image. Voilà. En fait, nous, c'est pas qu'un appareil à ultrasons. On a fait d'une part une caméra à ultrasons ultra rapide qui fait 10 000 images par seconde dans l'intérieur du corps humain, mais c'est pour observer une autre onde qui est une onde de très basse fréquence, qui dans les fréquences sont sonores et qui s'appelle des ondes de cisaillement mécanique. Et ces ondes de cisaillement existent, se promènent dans le corps sous forme de petites vibrations qui avancent de proche en proche. Et la vitesse de ces ondes de cisaillement est proportionnelle, dépend directement de la dureté des tissus. Plus l'onde de cisaillement va vite, plus la dureté est grande. Et donc, en combinant un appareil qui fait 10 000 images par seconde grâce aux ultrasons et en utilisant une astuce pour créer une onde de cisaillement dans le corps en utilisant ce qui s'appelle la poussée, la pression de radiation des ultrasons, on crée un petit ébranlement dans les tissus en profondeur, un petit séisme, et ce séisme crée cette vibration, cette onde de cisaillement, et on la filme une fois par seconde. Et après, en voyant le film, automatiquement, on traite le film et on voit la vitesse de l'onde à chaque endroit du corps. Et cette vitesse, on l'affiche, ou on affiche la racine carrée de cette vitesse et tout, qui donne la dureté. Et donc, on a une image qui devient très nouvelle d'un paramètre qui est la dureté des tissus que les échographes ne voyaient jamais avant. Parce qu'un échographe, lui, ne sent pas la dureté des tissus. Les ultrasons seuls ne la sentent pas. Ce qui la sent, c'est les ondes de cisaillement. Et pour voir les ondes de cisaillement qui la sentent, avec une très bonne résolution, on mélange ultrasons et ondes de cisaillement. Et donc, c'est le premier appareil d'imagerie qu'on appelle multi-ondes, c'est-à-dire qu'il utilise deux ondes pour faire l'image. Et ça, c'est la nouveauté parce que ça donne une image très quantitative en chaque point des tissus. Ça vous donne en couleur le niveau de dureté. Et ça, c'est intéressant parce qu'un médecin, quand il palpe, il sent juste la dureté globale. Il voit qu'il y a une boule quelque part qui n'est pas normale. Et nous, on peut voir en chaque endroit la dureté. Et donc, quand une tumeur commence à se former, même si à la main, le médecin ne la sent pas, mais nous, on la voit parce qu'on voit qu'il y a une zone de tissu qui commence à rougir, c'est-à-dire à avoir une élasticité différente. Alors, et donc, c'est le caractère nouveau de l'invention. On n'a pas du tout été primé pour l'invention des ultrasons qui existent depuis 1947 d'ailleurs, en gros. La date à laquelle Science et Avenir a été créée, c'est la date à laquelle il n'y a pas de hasard. Le premier échographe ultrasonore a été utilisé, mais il faisait pas une image par seconde, mais il faisait une image en 1 minute. Il fallait balader une sonde sur le corps. Et puis, alors, Mathias Fink, je vous interromps une seconde parce qu'on commence à avoir plusieurs questions sur l'invention elle-même. Alors d'abord, bonjour à Coralie DX qui nous rejoint. Merci à Max Go pour le raid, c'est-à-dire qu'il a conseillé à ses internautes de suivre notre stream sur Twitch. Je rappelle, et je le dis à ceux qui nous rejoignent, que
c'est direct, on peut les retrouver dès le lendemain en replay sur le site de Science et Avenir, www.scienceetavenir.fr, puisque si Science et Avenir est historiquement un mensuel, aujourd'hui, c'est complètement un titre multimédia. C'est un site web qui, tous les jours, traite de l'actualité de la science avec une douzaine de papiers quotidiens. vous avez, Mathias Fink et Michael Tanter, gagné quelques votes, puisque Choura 70 et Marit, Marit 111 nous a dit qu'ils avaient voté. Donc voilà, c'est toujours ça de prix. Et sur la mention elle-même, alors il y a quelques questions. Par exemple, Rafi Fanfouel, c'est toujours très dur à dire les pseudos sur Twitch, donc j'y arrive de mieux en mieux. Rafi Fanfouel nous dit le concept de l'écho-Doppler. Est-ce que c'est le concept de l'écho-Doppler, ce que vous avez raconté? Qui veut prendre cette question? Moi, je veux bien, si vous voulez. En fait, allez-y, Michael. C'est une très bonne question, en fait, et c'est exactement le concept de l'écho-Doppler. C'est-à-dire, l'écho-Doppler, elle mesure des mouvements des globules rouges, en fait, et ça nous permet de mesurer la vitesse des flux sanguins. Mais en fait, c'est de l'écho-Doppler, de l'imagerie Doppler, mais des mouvements des tissus, pas du sang, en fait. Et quand on regarde les mouvements des tissus, on voit, en fait, les vitesses de mouvement de nos tissus, de nos organes, en fait. Et ces mouvements nous montrent des vibrations à l'intérieur du corps. Donc, je ne sais pas si certains ce soir veulent faire l'expérience qu'on avait finalement brevetée. Vous pouvez la faire très facilement chez vous. Vous regardez votre ventre et votre nombril, et puis vous tapez un petit peu à la surface de votre ventre. Si vous tapez à la surface de votre ventre, vous allez voir une vibration qui part. Et donc, normalement, vous allez bien la voir parce qu'elle va lentement quand votre ventre est bien mou. Par contre, ensuite, vous allez contracter vos abdominaux. Et si vous retapez sur votre ventre, normalement, l'onde va aller plus vite. Vous allez avoir du mal à la voir. Malheureusement, en tout cas, moi, je vais vous faire une démonstration. J'ai plus d'abdominaux, elle reste assez lente à chaque fois. Mais c'est exactement ce qu'on a fait avec Mathias de manière un peu plus scientifique. Mais c'est vraiment le concept, c'est-à-dire créer une vibration, essayer de la voir à l'intérieur du corps, mesurer sa vitesse et faire une carte de ça. En fait. Donc, il y en a qui sont en train d'essayer en direct là. Hein. Tsunami 06FR, il dit c'est vrai, voilà, il confirme, il est en train de le faire. Vous pouvez le faire sous la douche. Voilà. Rocky Racer nous dit pareil. Alors, peut-être un commentaire là-dessus sur l'effet Doppler, Mathias Fink? Oui, en fait, on utilise quelque part l'effet Doppler, mais comme dit Michael, c'est pas pour voir le mouvement des globules rouges, mais c'est pour voir des toutes petites vibrations des tissus, et c'est pas, et c'est de voir comment ces vibrations se propagent de proche en proche. C'est-à-dire, c'est pas que l'effet Doppler à un endroit, c'est voir comment le mouvement d'ensemble des tissus se balade, et c'est cette vitesse du mouvement d'ensemble qui est la vitesse des ondes de cisaillement. Et donc, c'est un super effet Doppler. Et pour pouvoir vraiment faire la carte bien dans les tissus, il fallait faire un échographe beaucoup plus rapide que les échographes qui faisaient les anciens Doppler. Et Michael le sait, puisque après, il a poussé l'application de l'imagerie ultra rapide pour faire un nouveau mode Doppler, mais pour voir les écoulements du sang avec une bien meilleure sensibilité que les échographes qui ont. On en parlera tout à l'heure. Hein. D'ailleurs, l'image qu'on a en fond là est une image qui est faite dans le cerveau par l'équipe de Michael Tanter. On va peut-être revenir, faire retour vers le futur, alors James de 200 369 dit c'est quoi ce live? Alors c'est le live de Science et Avenir, tous les jeudis à 17h30 on dialogue avec des scientifiques de disciplines différentes à chaque fois. Aujourd'hui on est avec deux physiciens, Mathias Fink et Michael Tanter. Et alors ce qui est intéressant c'est que vous êtes tous les deux physiciens, mais vous avez apporté tous les deux vos sensibilités particulières au développement de ce dispositif d'imagerie médicale, l'imagerie ultrasonore. Parce que, Michael Tanter, vous-même, vous êtes passionné par les questions médicales depuis toujours, quoi. Hein. Vous auriez pu devenir un toubib. Je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé la médecine. C'est pour ça que j'ai essayé de revenir un peu à cette interface entre la physique et la médecine. Mais là, je vois qu'il y a une question de Rafi Fanfouel qui est intéressante parce qu'on n'en a pas encore parlé de ça. C'est Rafi Fanfouel dit en fait votre invention permettrait de nous départir des examens de type scanner IRM pour déterminer la densité d'une anomalie parenchymateuse. Et donc en fait,
il faut se demander pourquoi en fait on mesurait cette rigidité en fait. Et cette rigidité, les autres systèmes d'imagerie ne la mesuraient pas. Or, on sait qu'elle est extrêmement importante dans les pathologies. Déjà, les Égyptiens, il y a plus de 3000 ans, écrivaient des papyrus et dans lesquels ils décrivaient comment ils faisaient une palpation du sein ou du foie pour essayer de sentir une zone dure. Et on sait que dès qu'on a une pathologie, nos tissus, à cause de la maladie, vont changer de structuration. Et comme la structuration change, la rigidité change. En fait. C'est pour ça que c'est tellement intéressant d'avoir sur un échographe, en plus de l'échographie classique, cette carte de rigidité, parce qu'elle vous permet de faire des bien meilleurs diagnostics, notamment dans le cadre du cancer. En fait. Donc, alors, il y a un commentaire sur le coût sanguinarius. En fait, au niveau coût, c'est utilisé, le dispositif, il est utilisé. C'est complètement utilisé. L'échographe qui est vendu par Supersonic Imaging, et ils en ont vendu plus de 3000, il est quasiment au même prix que les échographes standards, sauf qu'il est bâti sur un concept très différent d'imagerie ultra rapide et de génération d'ondes de cisaillement dans le corps humain. Mais le coût n'est pas plus cher. Et disons, le marché s'est ouvert. Les gens, il y a eu beaucoup de millions d'examens faits dans le monde avec ces échographes. Et maintenant, les grands du secteur, qui s'appellent Philips, General Electric, Siemens, sont tous en train de passer à ce mode. Mais en fait, c'est quelque chose qui est utilisé maintenant. En France, il y en a des centaines d'échographes, des explorers. En particulier, la première application qu'on a visée, c'était la détection des cancers du sein, puisque là, on savait que le médecin fait de la palpation toujours. Et sur ce marché, par exemple, il y a les centres de scénologie en France. Il y a des centres qui ont acheté à Paris, je crois, 14 Explorers. Disons, c'est un appareil qui est utilisé en routine et pour lequel il y a peut-être des dizaines de millions d'examens qui ont été faits déjà dans le monde. Voilà, on n'est pas du tout dans la théorie, quoi. On est vraiment passé à la pratique. Peut-être je peux ajouter quelque chose sur le coût, parce que c'est vrai que l'échographie coûte beaucoup moins cher quand même que les modalités comme l'IRM et le scanner. Il y a un échographe coûte autour de 60 000 euros, 110 000 euros. Un IRM va coûter plus d'1 million d'euros en fait. Donc déjà les ultrasons, c'est une modalité qui est assez démocratique dans le sens où elle est installable dans plein d'hôpitaux. Elle est beaucoup plus facile d'accès pour les patients parce que ça coûte moins cher en fait. Déjà à la fabrication, à l'achat. Après, il y a d'autres coûts en fait. Il y a des coûts de santé publique et des coûts humains. Et généralement, les coûts humains et les coûts de santé publique se rejoignent. Et ces coûts humains, on peut les expliquer sur le cancer du sein en prenant des exemples. Si vous faites une échographie du sein et que la patiente a malheureusement une lésion qui est maligne, un cancer, mais que le diagnostic est mauvais, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un faux négatif, on pense qu'elle a rien et en fait elle a quelque chose, eh bien elle rentre chez elle alors qu'elle a vraiment quelque chose. Et donc ça va faire que le cancer va se développer et elle va pas pouvoir être soignée et sera soignée beaucoup plus tard. Donc là, les coûts sont énormes dans ce cas-là parce qu'en fait on va se retrouver avec quelqu'un qui a un cancer avancé, très avancé et qui va être pris en charge tard. Donc, je vous laisse imaginer le problème. Et puis, de l'autre côté, quelquefois, en fait, c'est l'inverse. On a des faux positifs, c'est-à-dire que le médecin, en faisant son échographie, pense que la patiente a quelque chose, mais il n'en est pas sûr. En fait, elle a rien de grave. Et donc, comme il n'est pas sûr, il l'envoie faire une biopsie. Et donc, il va aller prélever un échantillon. Il va falloir faire plein d'analyses. Et la patiente saura, au bout d'un moment, 1 semaine, 2 semaines, quelquefois même 3 semaines, elle saura si c'était vraiment quelque chose de grave ou pas grave. Et donc, à nouveau, ça engendre plein de coûts parce qu'on a ce qu'on appelle là un faux positif. Et donc, l'invention qu'on a mis au point avec Mathias, c'était vraiment améliorer tout ce diagnostic pour éviter les faux positifs et éviter les faux négatifs. Donc, c'est à la biopsie qui est par ailleurs une opération pénible et douloureuse. Ouais. Et donc, c'est vraiment un coût de santé publique important parce que si on arrive à diminuer le nombre de biopsies, c'est un coût en moins. Si on arrive à prendre les patients en charge très tôt avant qu'elles soient vraiment avec un cancer qui a avancé, c'est aussi des coûts en moins. Et puis, à côté de ces coûts juste pour l'État, il y a aussi des coûts, juste le coût humain pour les patients, en fait, de leur permettre d'avoir accès tout de suite à un diagnostic fiable, plus fiable, en fait.
Alors, cette invention basée sur les ultrasons permet donc de voir l'intérieur du corps humain. Pour cette invention, Matthias Fink et Michael Tanter, vous êtes tous les deux finalistes du trophée des inventeurs européens de l'année. On connaîtra le résultat le 17 juin. On a dit que les internautes peuvent d'ores et déjà voter pour le prix du jury. Plusieurs de ceux qui nous regardent l'ont déjà fait, ils nous l'ont dit sur le chat. Est-ce que c'est complètement sûr, votre technologie? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a commencé en discutant, et en mettant en avant que les ultrasons, s'ils sont concentrés d'une certaine façon, ils peuvent brûler les tumeurs. Pourquoi vos ultrasons, à vous, ils ne sont pas dommageables, Matthias Fink? Alors, justement, le principe de notre imageur ultra rapide utilise une illumination du corps humain par ce qu'on appelle des ondes planes. Et c'est-à-dire, c'est une illumination, il n'y a aucune concentration d'énergie dans le corps humain. Et on envoie plusieurs ondes planes, on écoute tout ce qui revient, on stocke tout ça, et après, il y a un algorithme qui recompose tout comme si on focalisait dans le corps humain. Mais la focalisation, elle se fait dans l'ordinateur, donc il n'y a pas de danger pour les patients. Et on a donc trouvé une façon de faire une imagerie qui ne délivre pas une énergie ultrasonore importante dans le corps humain, même très très faible. Donc il n'y a aucun problème au niveau du danger. Et notre méthode permet en soft, à travers un algorithme, de faire comme si on avait focalisé. Mais tout est fait dans l'ordinateur. Et donc là, on est extrêmement économique au niveau énergétique. Et bon, et on est exactement comme un échographe conventionnel qui fait, lui, 50 ou 25 images par seconde. Sauf que nous, on en a 10 000. Et que ça nous permet de voir des tas de choses que ne voit strictement pas un échographe normal. C'est aussi la raison pour laquelle les ultrasons, vous savez, sont utilisés pour l'imagerie pendant la grossesse, parce que c'est la modalité qui est la plus sûre, en fait. Les puissances qui sont utilisées sont très faibles, on n'agit pas sur le corps, on ne prendrait pas de risque pendant la grossesse. Alors, au passage, on a d'autres projets avec Michael d'appareils en utilisant des ultrasons, mais très, très concentrés. Et on a créé, il y a une autre start-up, CardiaWave, qui crée un système pour apprendre là à taper sur des calcifications dans les valves cardiaques. Mais ça n'a rien à voir comme régime. Je dirais quelque part, c'est le même rapport que pour les ondes électromagnétiques entre ce qui se passe pour un four à micro-ondes, où quand vous envoyez énormément d'énergie électromagnétique, vous pouvez brûler un morceau de viande, et une antenne 4G qui envoie des niveaux d'énergie, ou un téléphone qui envoie des niveaux d'énergie qui n'ont rien à voir. Alors, ce sont des ondes, mais les unes sont électromagnétiques, les autres sont ultrasonores, mais pas du tout dans les mêmes plages d'intensité. Et il faut avoir bien en perspective que les rapports d'énergie sont colossaux. C'est des rapports d'énergie de 10 puissance 10, c'est-à-dire énorme entre les deux régimes d'utilisation. Je dis ça pour tous les gens qui ont toujours peur des ondes. Les ultrasons, c'est des ondes d'un certain type mécanique. Les vibrations dans le corps humain, c'est des ondes, mais elles existent tout le temps sans dommage. Et si on en rajoute juste un tout petit peu, il n'y a aucun problème. Alors, il y a une question sur la fréquence. Quelle fréquence ou longueur d'onde est utilisée, nous demande Ora Naro. Michael, je te laisse. Alors, généralement, en imagerie médicale, on travaille avec des fréquences qui sont entre 2 MHz et 40 MHz. Alors, généralement, en moyenne, quand vous voulez voir un sein ou un foie, on est autour de 5 MHz, c'est-à-dire des fréquences quand même très élevées, ultrasonores très élevées. Et la fréquence vous donne directement la longueur d'onde, c'est-à-dire la résolution du système d'imagerie. Plus la fréquence est haute, plus vous êtes capable de faire des images avec une bonne résolution. Mais à ce moment-là, vous allez moins profond dans les tissus, puisque les ultrasons à très haute fréquence ont du mal à rentrer en profondeur dans les tissus. Mais donc, c'est le mégahertz, vraiment les ultrasons en imagerie médicale, c'est le domaine du mégahertz. Et la longueur d'onde ultrasonore, c'est de l'ordre du millimètre ou un peu inférieur au millimètre.
Alors, du coup, là, le débat glisse un peu sur la question des ondes. Il y a Diamond II qui dit donc les ondes ne sont pas dangereuses en soi, téléphone, etc. On peut dire d'ores et déjà que Mathias Fink, si vous parlez de ça, c'est aussi parce que vous êtes spécialiste de cette question. Et en ce moment, vous travaillez énormément sur la question de la 5G et même de la 6G. Hein. Vous avez un train d'avance par rapport au train médiatique et on développera ça On en dans la parlera après. deuxième partie de Oui. l'émission, mais peut-être que vous pouvez déjà rassurer notre internaute. Non, non, bon, les ondes émises par les téléphones ou par les stations de base, lorsque les ondes arrivent au niveau de l'individu, il y a des normes à respecter. Si on les respecte, il n'y a strictement aucun danger. Et ces niveaux d'énergie qu'il faut respecter, ce sont des niveaux d'énergie infiniment plus bas que l'énergie qu'on peut trouver, par exemple, dans un four à micro-ondes. Et de la même façon, en ultrasons, les gens, au début, il y a eu la même histoire. Quand les gens ont commencé à faire de l'échographie avec des ultrasons, quand on a commencé à faire de l'obstétrique, les gens ont dit, oh, ça va être terrible, tous les bébés qui auront été observés par échographie vont avoir des maladies. Bon, ça fait 70 ans que toute l'obstétrique repose sur l'examen ultrasonore, il n'y a jamais eu la moindre corrélation. Alors, tout est une question d'énergie, de niveau. Et les niveaux, on les respecte, on a des normes à respecter et qui sont bien comprises. Et je me rappelle, quand moi j'ai démarré les ultrasons en médecine, c'était en 1975, il y avait encore des groupes qui s'opposaient complètement à l'idée d'utiliser ces sons ultrasonores pour voir les bébés. Et moi, avec le premier appareil sur lequel j'avais travaillé, on avait regardé notre fille qui était encore dans le ventre de sa mère avec. Ça s'est généralisé. Après, c'est devenu. Et bon, il y a chaque fois qu'il y a un nouveau type d'onde qui est utilisé, il y a des inquiétudes. Si on est scientifique et si on fait les choses bien, il n'y a aucun problème. Bon, il y a l'IXAS qui pose la question des conflits d'intérêts. Mathias Fink, Michael Tanter, vous n'avez pas de conflit d'intérêts. Alors, je veux bien répondre, parce que c'est une question intéressante et importante. En fait, on n'a pas de conflit d'intérêts. On a des liens d'intérêts, mais on en a tous. Et heureusement, en fait, nous, en physique, heureusement qu'on a des liens d'intérêts, parce que quelque part, si on n'avait pas de lien d'intérêt, ça voudrait dire que ce qu'on a inventé, ben, on le garde au laboratoire et on n'arrive pas à le faire sortir finalement de notre laboratoire. Et vous voyez, quand on a fait cette invention, si on l'avait pas breveté avec Mathias, cette invention, eh ben, il n'y aurait pas pu avoir la création d'une entreprise française derrière pour exploiter le brevet. Donc, des liens d'intérêt, ben, c'est bien pour les scientifiques d'en avoir des liens d'intérêt. Les conflits d'intérêt, c'est différent. Les conflits d'intérêt, c'est quand vous avez des contrats où vous allez prendre une position sur un sujet avec une idée derrière la tête qui est négative. Là nous on a tous des liens d'intérêt et très souvent on a des liens d'intérêt en recherche parce que il faut qu'on travaille avec le monde réel de l'industrie. S'il n'y a pas possibilité aujourd'hui, alors bien sûr on peut faire de la recherche fondamentale, on en fait aussi dans nos laboratoires, on essaye de faire beaucoup de recherche fondamentale qui nourrit les applications, mais on a forcément des liens d'intérêt et c'est bien et sain d'avoir des liens d'intérêt avec l'industrie. Alors on en a en fait, là le meilleur exemple c'est cette invention pour laquelle on est nominé pour le prix. On avait un lien d'intérêt jusqu'à il y a peu de temps, on a toujours un lien d'intérêt d'ailleurs, avec Supersonic Imaging, l'entreprise dont on avait été cofondateur en 2005, puisque en étant cofondateur à l'époque, on a des liens d'intérêt avec eux. Mais c'est pas parce qu'on a des liens d'intérêt qu'on va pas dire la vérité. On est des scientifiques et donc on est évalué sur nos publications scientifiques. Et dans le monde de la science, lorsqu'on fait une publication scientifique, on doit d'une part déclarer nos liens d'intérêt, on le fait à chaque fois dans nos publications, bien sûr, mais on parle de science et il y a une méthode scientifique, une critique scientifique qui fait que on ne peut pas tricher. Voilà. Alors, l'IXAS vous remercie pour ces réponses. Il y a un commentaire qui a filé là que j'ai pas pu lire, mais qui disait c'est incroyable d'avoir accès à des scientifiques de ce niveau grâce à ce stream. Et ben oui, il faut venir
toutes les semaines sur le direct de Sciences et Avenir à 17h30. Voilà, on a des discussions vachement intéressantes sur des domaines scientifiques. Mathias Fink, vous avez repéré une question peut-être sur la licence libre, c'est ça? Sur est-ce que le brevet est libre de droit? Pourquoi je parle de Philippe Siemens et compagnie? Eh bien, non. On a déposé un brevet avec Michael en 2004. Donc, vous savez qu'en 1999, il y a eu une loi qui est passée qui permet aux scientifiques qui travaillent dans des labos de pouvoir déposer des brevets et de pouvoir participer à la création de start-up. Cette loi s'appelle la loi Allègre. C'était Allègre qui était le ministre de l'enseignement supérieur et de l'éducation à l'époque. Et nous, donc, en 2004, on a déposé avec Michael un brevet là-dessus. En 2005, déjà, on dit on veut créer une société à partir de ce brevet. Et il valait mieux un brevet parce que sans brevet, une société ne peut pas avoir d'argent parce que personne ne va mettre d'argent dans une société qui ne sait pas se défendre dans le futur. Et donc, la société a pris une licence du brevet au CNRS, a développé le produit, mais le brevet existe toujours. Un brevet, ça a un temps qui est de 20 ans. Donc, le brevet est valable jusqu'en 2024. Et puis, il y a d'autres brevets qui sont sortis après. Et entre-temps, la société Supersonic Imaging, dès qu'elle est devenue vraiment bien, elle a été attaquée par des grands. Et les grands ont commencé à faire des combats pour pouvoir avoir accès à des licences de ces brevets aussi. Et comme quand on fabrique un échographe, il faut mettre aussi d'autres choses que notre invention, il y a eu des partages de brevets entre notre petite société et les grandes sociétés qui font que maintenant, ce brevet, il y a un accès, les Siemens, Philips et d'autres, où je me trompe peut-être sur les noms des sociétés, mais c'est des grandes sociétés. Maintenant, elles commencent à exploiter le brevet aussi. Mais en 2024, le brevet, après ces 20 ans, disparaîtra. Mais il faut se dire que si on n'avait pas eu le brevet, on n'aurait jamais, d'une part, fait revenir 10 Français qui étaient aux États-Unis, on n'aurait jamais levé 10 millions d'euros pour commencer à fabriquer nos premiers prototypes et notre première chaîne. On avait notre appareil de labo, mais qui ne ressemblait pas à ça. Et donc, le brevet reste, dans le domaine de la santé, aussi une bonne façon. Je ne parle pas des brevets sur le vaccin, où là, il faut sauver l'humanité, et je comprends les enjeux. Mais dans le système, sans cet aspect brevet, on n'aurait jamais créé une société, on n'aurait jamais démontré sur des milliers et des millions, je peux dire, de patientes, l'intérêt pour le diagnostic des cancers du sein, de la thyroïde, du foie, de tous les organes. S'il n'y avait pas eu cet investissement pour faire des tas de produits propres et agréés pour entrer dans les hôpitaux, ça n'aurait pas beaucoup bougé. Quelque part, je défends le concept de brevet. Ouais, j'ajoute juste un point, je vais complètement dans le sens de Mathias. Je voulais juste dire une dernière chose, c'est que je dis souvent à mes étudiants au laboratoire que les brevets, c'est important, bien sûr, il faut qu'on publie, mais d'abord, quand on a une belle invention, il faut la breveter, parce que breveter cette invention, c'est protéger les emplois dans quelques années, 5, 6, 10 ans après. Et quelque part, souvent, en fait, dans cette aventure qu'on a avec Mathias, beaucoup de nos anciens étudiants du laboratoire sont devenus des ingénieurs de la société Supersonic Imaging. Et là, c'est la même chose avec les nouvelles entreprises qui sont sorties de nos laboratoires. En fait, ça nous permet aussi d'aider à créer de l'emploi en France et de préserver finalement des emplois des gens qui sortent des laboratoires pour des emplois d'ingénieurs, de chercheurs, quand le système public ne peut plus suffisamment en embaucher. C'est vrai qu'on n'a plus suffisamment de postes dans la recherche publique, et on arrive encore à sauver des postes grâce à ces brevets, grâce à ces créations de start-up. Donc, même si c'est pas l'objectif, bien sûr, principal, c'est quand même quelque chose d'important. Et donc, un brevet protège aussi ça. Il protège nos emplois de demain, en fait. Alors, Only One Space Sim pose la question de la transposition de l'invention dans d'autres domaines, genre des applications militaires. Bon, je pense qu'il fait plutôt référence à l'utilisation des ultrasons comme arme de destruction, entre guillemets. C'est pas notre invention, ça. Voilà. Nous, le brevet qu'on a et l'application qu'on développe, c'est une application uniquement de diagnostic. Donc, elle n'a pas directement d'application militaire. Par contre, on peut faire
au lieu de faire un échographe qui est relativement gros, quoi, l'échographe, ça ressemble à tous les échographes que vous voyez dans les hôpitaux, on peut faire des échographes beaucoup plus compacts. Et d'ailleurs, il y a des sociétés qui essayent de faire des échographes grands comme un gros smartphone. Et ce genre d'échographe est très intéressant, pas spécialement pour les militaires, mais il est très intéressant parce qu'il peut être utilisé partout. Quand il y a un accident, on peut mettre l'échographe et voir des choses. Et au niveau militaire, ce genre d'échographe très compact, ça peut être intéressant sur le champ de bataille parce que ça permet tout de suite d'aller voir les endroits qui sont devenus trop durs. Disons, c'est une aide au diagnostic, mais notre appareil n'a rien de militaire en lui-même. C'était pas du tout la finalité, là. Alors, votre invention de l'imagerie ultrasonore, elle date des années 90. Et pour que tous les deux vous œuvriez sur cette question-là, il a fallu évidemment partir d'autre chose. Et Matthias Fink, à l'origine, vous travailliez sur quelque chose dont le libellé est vachement intriguant. Vous me le disiez quand on a préparé l'émission, quand on a discuté ensemble. Votre travail portait sur la focalisation des ondes par retournement temporel. Alors, ça fait très science-fiction, mais ce n'est pas de la science-fiction. Qu'est-ce que c'est que ce retournement temporel? Voilà. C'est des ondes qui voyagent dans le temps? Non, alors, l'idée que j'ai développée dans les années 90, quoi, juste au début des années 90, c'était peut-on faire une machine qui oblige une onde à revivre sa vie passée? Et là, comme je m'intéressais aux ultrasons, peut-on faire une machine qui, quand des ultrasons arrivent vers la machine, après avoir traversé des milieux très compliqués, paf, un coup de baguette magique et ils sont obligés de revivre en marche arrière leur vie passée. Et on a fabriqué des appareils qu'on appelait des miroirs à retournement temporel. Mais excusez-moi, Matthias Fink, juste pour comprendre ce que ça représente, cette idée de revivre sa vie passée. C'est-à-dire que l'onde ultrasonore qui a transformé une ribambelle de couches différentes, de différents matériaux différents, à un moment donné, elle arrive sur le capteur qui l'enregistre. Et ce retournement temporel, elle permettrait de dire quels sont les différents matériaux successifs qui ont été traversés par l'onde en question. Non, pas tout à fait. Le retournement temporel, c'est... Bon, ça peut se faire en acoustique. Vous poussez un cri, vous dites « bonjour ». Et puis, vous êtes dans une pièce où il y a un miroir à retournement temporel. Brusquement, tout ce qui est parti de vos cordes vocales, qui est sorti de votre bouche, qui a rencontré la pièce, brusquement, tout repart en marche arrière, comme si le film se déroulait en arrière, et vos cordes vocales se remettent à vibrer, mais c'est pas bonjour, elles vont dire bonjour en verlan, quoi. Ça va être retourné temporellement, le son qui va faire vibrer vos cordes vocales. Et toute la vie de l'onde, depuis son départ jusqu'à la fin, doit se dérouler en sens inverse. Si on savait faire ça sur des humains, on prend un bébé et hop, on le met dans une machine à retournement temporel et il est devenu grand, vieux, et puis clac, clac, il rajeunit. Bon, on ne sait pas le faire sur les hommes. On est loin de savoir le faire et on ne saura jamais le faire, je pense. Par contre, pour les ondes, on sait le faire. Et un miroir à retournement temporel, et le premier miroir qui a été fabriqué, c'était dans notre labo, pour les ondes ultrasonores. Et quand on a fabriqué ce miroir à retournement temporel, dont le but était de détruire des calculs dans le rein, parce que si on écoutait l'écho d'un calcul, c'est une onde qui vient d'un calcul, elle rencontre un miroir à retournement temporel et toute l'onde, hop, revit sa vie passée et revient sur le calcul. Et si on amplifie d'un facteur 1 million, là, on pète le calcul. Et donc, on avait développé ce concept, on avait développé des électroniques sur le retournement temporel. Ça a complètement excité les gens parce que c'était un concept très joli. Et à partir de ça, on a développé une technologie d'électronique avec des mémoires électroniques très rapides, des émetteurs, des récepteurs d'ultrasons et plein de soft qui faisaient ça. Et un jour, je me suis rendu compte que cette électronique pouvait servir à faire autre chose qu'un miroir à retournement temporel. Elle pouvait servir à faire un imageur par ultrasons du corps humain, mais qui serait ultra rapide. Et basé sur cette électronique d'un miroir à retournement temporel avec toute sa logique, on a dit on peut utiliser le concept pour faire des images maintenant. Parce que imaginez que vous envoyez un faisceau d'ultrasons dans le corps humain et que vous écoutez tous les échos qui reviennent et que tout soit enregistré dans des mémoires électroniques et que
dans l'ordinateur, vous effectuez l'opération de retournement temporel. Et donc, dans l'ordinateur, tout le film que vous avez enregistré va se dérouler en marche arrière dans l'ordinateur et quelque part, il va refabriquer tous les obstacles qu'a rencontré l'onde. Et quelque part, dans l'ordinateur, vous allez voir une image et c'est l'image du milieu. Et donc, on a inventé un concept qui est un imageur par retournement temporel, mais qui permet de faire des images bien plus rapidement que n'importe quel échographe standard. Et donc ça, c'était une base, c'était une belle idée de physique on appelle ça l'invariance par renversement du temps et le retournement temporel. Et avec Michael, on a repris cette idée en se disant, mais comme on peut faire cette imageur ultra rapide, eh bien, on va observer des choses que personne ne regardait jamais, c'est les vibrations à l'intérieur du corps. Et là, d'un coup, on a découvert qu'on faisait des images très nouvelles d'élasticité. Et donc, c'est la combinaison de tout un savoir-faire dans notre labo qui est parti de... Pas de ce problème, on ne s'intéressait pas à l'imagerie d'élasticité du corps humain, on s'intéressait à faire revivre aux ondes leur vie passée. Et après, en voyant ce qu'on pouvait faire avec, en regardant aussi une autre recherche qu'on faisait au labo où on voulait mesurer la dureté du camembert ou la dureté du foie gras en tapant dessus pour envoyer des ondes de cisaillement, on s'est dit on peut mélanger toutes ces idées ensemble pour faire un imageur du corps humain qui va voir quelque chose qu'on ne voyait jamais avant, c'est la dureté du corps humain. Tout est parti du camembert. Alors, on a plein de... Il y a pas mal de questions là qui arrivent. Oran Haro, qu'on remercie pour le sub, hein, puisqu'il en est l'auteur tout à l'heure et qu'il disait, je crois qu'il était étudiant en physique. Ouais, c'est une question, ça. Cette question est très intéressante. Alors, on va la lire. Hein. Une onde sphérique se propage. Un tel retournement, je suppose, ne va pas recompacter l'onde, donc l'onde va perdre sa structure géométrique. Eh bien, si, et là, on a découvert quelque chose de super intéressant, c'est que lorsqu'une onde partait d'un point, donc c'est une onde qui diverge et qui est sphérique, si elle rencontre un miroir à retournement temporel, cette onde revit sa vie passée. Donc, elle va revenir vers le point, exactement, c'est une onde maintenant convergente. Et le problème, c'est que quand l'onde revient vers le point d'où elle est née, une onde ne sait pas s'arrêter. Elle collapse à travers ce point, elle repart dans l'autre sens. Et ça, c'est embêtant, parce que le fait qu'on ne sache pas créer une onde qui converge seulement et qui s'arrête, et qui repart dans l'autre sens, ça apporte quelque chose qui est la base en physique de ce qui s'appelle la limite de diffraction en physique, qui vous dit qu'on ne peut jamais concentrer une énergie sur un domaine plus petit que la longueur d'onde ou la demi-longueur d'onde. Et là, quand on a compris ce truc, on a compris une façon. Alors, on appelle ça, c'est relié à ce qui s'appelle la causalité. Quand vous émettez un signal d'un point, ce signal part et diverge. Ça, c'est causal. Le point est la cause et l'effet, c'est l'onde qui diverge. Maintenant, si vous voulez faire une onde qu'on appelle anticausale, c'est-à-dire c'est une onde qui revient vers le point d'où elle est née, alors que la nature n'aime pas ça, quand vous fabriquez un appareil pour le faire, eh bien, votre appareil pourra bien reconverger pile poil au point de départ, mais ça repartira dans l'autre sens. Et à cause de ça, ça crée une tâche. Et cette tâche est la limite de diffraction. Et on a appris et on a fait des très belles choses en physique sur comment créer ce qui s'appelle un puits pour les ondes, qui fait que quand une onde arrive vers un endroit, rien n'en ressort. Et si on sait faire un puits, on est très efficace énergétiquement. Et, bon. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette dualité onde qui diverge et qui rencontre un miroir à retournement temporel et qui devient convergente. Et il y a des choses profondes en physique derrière ça. Il y avait un autre point, je pense, dans la question aussi, Mathias, Naro, c'était le fait que l'onde sphérique, elle part, elle est belle, elle est sphérique, et puis elle va pouvoir traverser des milieux, être complètement déformée, réfléchie dans tous les sens, et perd un peu sa cohérence. Et en fait, ça fait dans une piscine, ça fait du clapot, enfin des trucs bizarroïdes dans tous les sens. Et ce qui est magique avec cette invention de Mathias, c'est que en fait, si vous envoyez en verlan ce signal que vous avez enregistré sur les bords, et ben vous allez quand même à la fin avoir plein d'ondes qui partent dans tous les sens. Et à la fin, elles vont reconstruire, elles vont se recombiner et elles vont recréer cette structure sphérique en fait. Donc c'est un peu magique, mais ça marche. Ouais. On a même fait cette manip
Bon, elle a été faite au Brésil par une équipe avec qui on travaillait dans une piscine géante qui faisait 100 mètres de long, où là, les gens jettent un caillou dans la piscine, on voit une onde qui part de tous les côtés, et puis il y a un miroir à retournement temporel sur les bords de la piscine, et on voit du bord de la piscine, qui est une piscine très spéciale, on voit une onde qui revit exactement sa vie passée, et on voit l'onde qui revient à l'endroit où le caillou est tombé, et la seule chose qu'on ne voit pas, c'est le caillou revenir à la surface de l'eau. Parce qu'on a retourné temporellement que la vie de l'onde. On ne sait pas retourner temporellement facilement la vie des particules, comme un caillou. C'est fascinant, on aimerait bien. Ça ressemble à quoi un miroir à retournement temporel? Bah là, il y en a différentes variantes. Et on en a inventé un autre avec un autre jeune collègue de l'Institut Langevin qui s'appelle Emmanuel Faure. C'est un miroir à retournement temporel du deuxième type qui fait que dans une bassine d'eau, vous faites tomber un objet qui peut avoir une forme très compliquée. Vous voyez des tas d'ondes qui se baladent partout. Et puis, brusquement, pendant un temps très bref, vous soulevez votre petite piscine. Et si vous la soulevez, vous changez la gravité. Et en faisant ça, clac, vous déclenchez une onde qui revit sa vie passée. Et vous voyez dans l'eau se reformer exactement l'objet qui était tombé dans l'eau. Et vous le voyez, vous avez l'impression qu'il y est. Et tout ça, c'est de la manipulation d'ondes. Et bon, c'est une des activités de l'Institut Langevin, apprendre à faire des choses bizarres aux ondes. Pour ceux qui aiment la BD, peut-être un design, c'est dans l'affaire Tournesol, dans Tintin, l'affaire Tournesol, ces grandes coupelles qui renvoient des ondes. Ça peut ressembler à ça. Oui, ça ressemble à ça. Ouais, j'avais ça en tête, à vrai dire, mais ça me paraissait trop beau pour être vrai. On m'a traité de Tournesol pas mal à l'époque que j'ai démarré là-dessus. Et d'ailleurs, avec un miroir à retournement temporel acoustique pour les ondes sonores et pas ultrasonores, si vous prenez un verre et que vous tapez sur un verre pour faire vibrer un verre, donc vous prenez un verre en cristal, si le son émis par le verre est enregistré par le miroir à retournement temporel, et avec Michael, on a fait des expériences comme ça. Tu te rappelles avec les haut-parleurs qu'on avait, on met une onde qui fait revibrer le verre et le verre explose. Et donc, on sait faire l'appareil de tournesol. C'est vraiment l'appareil de tournesol, oui. Et c'est l'appareil de tournesol. Et en fait, Tournesol ne vous l'a pas dit, mais il avait trouvé le retournement temporel avant que nous, on l'ait trouvé. Mais comme il n'a pas déposé de brevet, c'est nous qui les avons déposés. Voilà. Alors, il y a des questions sur le dimensionnement de l'équipe. Alors, c'est par rapport au travail qui a suivi sur l'imagerie ultrasonore, mais parce que vous avez abordé la question des algorithmes à un moment, Matthias Fink, et des calculs informatiques. Ça a été un frein longtemps à l'émancipation de cette découverte, parce que les ordinateurs suivaient pas, hein, Michael Tanter, c'est ça? Ouais, en fait, on développait ça au laboratoire. Là, je vois que quelqu'un demandait les ordres de grandeur. On était peut-être, je sais pas, une dizaine en tout à travailler sur le sujet à l'époque. Et donc, on faisait des calculs dans les ordinateurs et il fallait, pour donner un exemple, on enregistrait 0,5 secondes de film à cadence ultra rapide. Donc, on voyait en slow motion à l'intérieur du corps humain pendant 0,5 secondes. Mais pour pouvoir calculer l'algorithme qui fabriquait ces images, ce film de 0,5 secondes, il fallait 1 heure de calcul à peu près en 1998-2000 à peu près. Et en fait, on a eu de la chance parce que les concepts, souvent on oublie que les concepts scientifiques, ils arrivent avant la technologie. Il y a toujours des idées scientifiques, des preuves de concepts, et ensuite, eh ben, souvent d'ailleurs on vous dit ça marchera pas parce que la technologie n'existe pas, et non, faut pas se dire ça, faut juste se dire la technologie est pas encore là pour le faire, mais elle va arriver plus tard. Et c'est ce qui s'est passé pour nous en fait. La puissance de calcul des ordinateurs, elle évolue de manière exponentielle, et donc ces 0,5 secondes de calcul, ces 0,5 secondes de film, au lieu de prendre 1 heure de calcul en 2000, on prenait plus qu'en 2005 à peu près 7 secondes. En 2009, il fallait 0,2 secondes. Et maintenant, aujourd'hui, en 2020, en fait, il y a plus de temps mort pour le calcul. En fait, donc vraiment, vous pouvez avec un échographe acquérir à cadence ultra rapide, à des milliers d'images par seconde, et derrière, l'ordinateur est capable de tout calculer les images en temps réel sans être obligé de stocker. En fait. Et donc, on a vraiment utilisé la technologie des cartes GPU, en fait, des jeux vidéo pour ça. Et en fait, on a fait une combinaison d'idées de physique qui étaient des idées vraiment de physique très générale sur le renversement du temps et des choses comme ça,
avec l'arrivée des composants électroniques qui ont commencé à arriver en 1980, puis en 90, et avec la loi de Moore. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que des idées qu'on avait, moi je me rappelle cette idée de faire un imageur à retournement temporel, j'y avais pensé en 78. Mais c'était impensable les mémoires n'existaient pas. Et donc, c'était juste une idée. Et puis, 20 ans après, on s'est dit, oh purée, ça y est, les composants sont là. Et si on a oublié la vieille idée, là, c'est râpé. Mais l'idée était toujours là. Et finalement, et les composants étaient là. Et comme, bon, on a fait dans le long terme, eh bien, clac, c'est arrivé. Et quand les GPU sont arrivés, tous les calculs qu'il fallait que Michael avait développés pour, à partir de tous ces films, arriver à reconstruire la carte de l'élasticité du corps, je me rappelle quand on allait à l'Institut Curie, on ramenait les fichiers au labo et il fallait 45 minutes pour développer le film quasiment et pour voir s'il y avait quelque chose. Et puis la patiente n'était plus là. Et donc après, quand on a créé la société en 2005, les ingénieurs de la société Supersonic ont mis un board de GPU, ces fameux processeurs pour jeux vidéo, et d'un coup, toutes nos fonctions qu'on avait testées, mais très lentement, sont devenues du super temps réel. Et maintenant, on ne voit même plus la différence. Quand on pose la sonde, l'image, tout est fait. Et donc, la combinaison de la loi de Moore, des circuits électroniques, de la digitalisation des signaux, et de belles idées de physique, ben, ça fait encore des jolis produits. Donc tout ça fait que le dispositif, on l'a dit, est aujourd'hui disponible. Il y a plein de médecins de par le monde qui l'utilisent puisque le produit est commercialisé par une boîte que vous avez créée. Cécitech pose une question qui a été abordée déjà dans ce stream, hein, sur est-ce que ça a vocation à remplacer l'IRM classique? Bon, c'est quelque chose qui a déjà été un peu dit précédemment, c'est plutôt un instrument complémentaire. J'en profite pour dire que l'intégralité de ce programme, de cette discussion avec Mathias Fink et Michael Tanter, vous pourrez la retrouver dès demain en replay sur le site web de Science et Avenir. Je vous engage évidemment à vous abonner à notre chaîne Twitch. Voilà, on a dépassé les 5000 abonnés la semaine dernière, on est content, mais je pense qu'on peut faire mieux, on peut faire davantage. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous saurez comme ça quels sont les prochains programmes, puisqu'on revient tous les jeudis à 17h30 pour 1h30 de discussion avec des scientifiques. L'heure avance, on a déjà passé 18h30, donc je voudrais, bon, d'abord redisons-le, cette invention de l'imagerie ultrasonore, elle fait que vous êtes tous les deux les finalistes de la compétition, de l'Eurovision, comme ils disent, des inventeurs, c'est-à-dire le trophée européen des inventeurs, dont on connaîtra les résultats le 17 juin. Mais il y a aussi un prix du public qui fait que vous, les internautes qui nous regardez, vous pouvez voter pour Michael Tanter et Mathias Fink. Voilà. Mais depuis, il y a eu d'autres inventions. Et depuis, on voit que vous travaillez toujours ensemble, mais vous avez aussi, si je puis dire, vos jardins secrets en chacun. Vous avez vos disciplines un petit peu chacun de votre côté. Et je voudrais qu'on parle, Michael Tanter. Alors, vous avez continué à travailler sur la question de l'imagerie et vous vous êtes intéressé plus spécifiquement, en tout cas ces derniers temps, à la circulation du sang dans le cerveau. On va peut-être voir, Valentin va peut-être pouvoir nous montrer les images vidéo que vous avez faites qui représentent la circulation du sang dans les vaisseaux sanguins à l'intérieur du cerveau. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, vous arrivez à imager des vaisseaux qui sont de dimensions microscopiques. C'est de l'ordre de la dizaine du micromètre de diamètre, quoi, hein, ces vaisseaux sanguins. Et donc là, on voit... C'est ça, en fait, on voit des vaisseaux sanguins, c'est à l'intérieur du cerveau d'un patient, en fait, d'un humain. Et en fait, on voit des vaisseaux qui font à peu près 500 microns, là, et ces cartes de couleur correspondent, en fait, à la vitesse du sang dans les vaisseaux. Et donc, on utilise toujours le même concept, hein, qui est le concept d'imagerie ultra rapide, mais pour pouvoir voir
plus loin, avec une meilleure précision que la limite de diffraction dont Mathias parlait tout à l'heure, qui est là, pour nous en ultrason, c'est la longueur d'onde ultrasonore, donc c'est de l'ordre du millimètre, hein, notre pixel de l'image généralement. Eh bien, on va être obligé d'introduire des petites bulles de gaz qui sont microscopiques dans la vascularisation du patient. C'est là un agent de contraste, on appelle ça un agent de contraste en imagerie. Et avec l'imageur ultra rapide, on est capable de localiser chacune des petites bulles de gaz avec une précision beaucoup plus grande, qui va être de l'ordre du micron, de 4 à 5 microns. Et on en détecte des millions comme ça en quelques dizaines de secondes. Et donc là, vous voyez, par exemple, là, c'est un vortex, donc c'est vraiment du sang qui tourne à l'intérieur d'un anévrisme. Un anévrisme, c'est un petit renforcement dans un vaisseau. Vous voyez, en fait, là, on voit le vortex, il était à peu près, on l'a localisé à 20 microns près. Et là, on est en train de dézoomer. Donc, vous voyez, juste à côté, il y a un vaisseau sanguin qui fait à peu près 1 millimètre de diamètre. Voilà, vous voyez le vaisseau sanguin. Et en fait, on est en imagerie 2D pour l'instant. Et là, on dézoome. Et vous allez voir le cerveau entier du patient. En fait. Donc là, vous voyez, on est dans un plan d'imagerie, mais on est capable de voir la vascularisation du cerveau jusqu'à l'échelle microscopique. Et quelque part, c'est intéressant parce que les ultrasons sont la première modalité d'imagerie en clinique qui est capable de voir à distance, à l'échelle du micron, en fait, les flux sanguins. En fait. Donc là, pour l'instant, on est en 2D, mais bientôt, on pourra voir l'ensemble du réseau vasculaire humain en 3D avec ce type de concept. En fait. Donc, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment, et puis on essaie de comprendre l'activité cérébrale aussi chez ces patients. Lorsqu'ils pensent à quelque chose, le flux sanguin augmente dans une zone, et donc on va pouvoir voir l'activité, d'où vient l'activité, et comment les zones du cerveau fonctionnent les unes avec les autres. C'est dingue, nous dit Gilalib. Et Nirlak Topek dit c'est bien résumé. Oui, c'est dingue parce que, évidemment, alors ça fait des images superbes, mais ça permet de savoir comment fonctionne le cerveau, puisqu'effectivement, selon les circonstances, les actions, il y a des zones qui s'éclairent, enfin qui sont activées, plus ou moins activées que d'autres. Et puis, on sait que sur l'AVC. Vous savez, comme j'adore le retournement temporel, on pourrait écouter Mathias des heures parler de retournement temporel, j'utilise un peu ça quand je parle du sang. Parce que vous savez, en fait, quand on regarde le réseau vasculaire humain, le réseau vasculaire humain, c'est un arbre, en fait. Il s'est construit comme un arbre. Donc, vous avez l'aorte, qui est le gros tronc où le flux sanguin va très vite. Et puis après, il y a les grosses branches, les carotides. Et puis après, il y a des branches plus petites. Et à chaque fois que vous passez d'une branche à une autre, le sang va de plus en plus lentement, en fait. Et il va dans des vaisseaux de plus en plus petits. Et en fait, avec cette technique d'imagerie, on a été capable de voir de plus en plus de petites branches, jusqu'aux plus petites branches sont les capillaires, donc c'est quasiment les feuilles de l'arbre. Hein. Et en fait, quand vous voyez de plus en plus de petites branches, quelque part, vous remontez le temps, un peu, alors pas comme avec des ondes et en physique, hein, mais on remonte le temps sur la maladie. Parce que la maladie, elle démarre toujours dans les tout petits vaisseaux, dans les capillaires. Et puis après, en fait, on voit les problèmes dans les gros vaisseaux, mais beaucoup plus tard, en fait. Donc, plus vous voyez quelque chose dans les vaisseaux petits, plus vous êtes capable de voir au début de la maladie. Donc, c'est une autre façon de voir le retournement du temps, mais c'est utiliser finalement une meilleure résolution pour essayer de voir au démarrage de la maladie qu'est-ce qui se passe, en fait. Alors, évidemment, ça ne s'est pas fait en 3 jours. Hein. Il y a eu 10 ans hein, entre le moment où vous avez conceptualisé un petit peu l'idée et ces images. Oui, il a fallu 10 ans de recherche. Mais c'est vrai que ça fait plaisir à la fin. Ces images sont superbes. Je tiens à citer Alexandre Dizeux et Charlie Déméné qui ont travaillé sur les images, sur la représentation des images. Alexandre est un super scientifique, mais c'est aussi un artiste. Et donc, il a beaucoup travaillé la façon de représenter ces données. Et c'est vrai que ça fait des images superbes à la fin. En fait, ça fait plaisir parce qu'on se dit la science est belle. En fait, tout le temps, je trouve que la science est vraiment quelque chose de très beau. Et là, avec des images comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Alors, Mathias Fink, là, vous ne travaillez pas directement sur ce travail avec Michael Tanter, mais évidemment, vous avez un œil là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? C'est super élégant. Bon, utiliser l'imagerie ultra rapide pour voir les écoulements du sang et utiliser l'imagerie ultra rapide pour observer le passage de chaque petite bulle dans un vaisseau, c'est révolutionnaire. Et là, c'est une superbe application de l'imagerie ultra rapide. Je me rappelle juste que quand j'ai voulu fabriquer le premier appareil d'imagerie ultra rapide, un peu juste avant l'an 2000, en 1998,
tous mes collègues dans le monde disaient, mais ça ne sert à rien de voir 10 000 fois par seconde l'intérieur du corps humain. Rien ne bouge plus vite que le dixième de seconde. Déjà, le 50e, c'était bien. Et nous, on a dit, on s'en fout, on fabrique cet appareil, on verra ce qu'on peut en faire. Et notre première idée, c'était d'observer les vibrations, donc voir l'élasticité. Et puis la deuxième idée que Michael a beaucoup poussée, c'est les globules rouges. Et après, les petites bulles qu'on peut aussi passer comme agent de contraste dans le sang. Et donc, on a forgé d'un coup autour de ça un super truc. Et l'application dont Michael parle est magnifique. Donc, c'est un aide au diagnostic, hein, Michael. Oui, alors là, la question est posée par plusieurs internautes. Et est-ce que c'est d'ores et déjà utilisé? Là, on vient juste de faire la preuve de concept chez l'homme. Mais donc, il y aura plein d'applications, on en est sûr, mais on peut même pas identifier encore l'impact que la technique va avoir. Un des reviewers du papier qui est sorti disait, un reviewer anonyme, bien sûr, disait que c'était dur même d'identifier le nombre d'applications que ça aurait, parce que ça peut avoir des applications dans tous les domaines de la médecine, puisque voir les petits vaisseaux, c'est voir le début de la maladie, en fait. Et donc, il y a tout à faire, il y a tout à comprendre, parce que on va avoir des jeux de données gigantesques. Il va falloir utiliser de l'intelligence artificielle, du machine learning, pour vraiment comprendre un peu comment se font les écoulements et quelles sont les marques de la pathologie dans les écoulements, en fait. En fait, vous pouvez voir le flux sanguin comme ça, comme un code barre, qui est compliqué parce qu'il bouge en plus en permanence. Et en fait, il va falloir déchiffrer tout ça pour comprendre les maladies. Donc, c'est un point important. Ah, c'est extraordinaire, oui. Les petites bulles de gaz que vous utilisez comme pixels, hein, finalement, elles sont infiltrées dans le corps du patient. Qu'est-ce qu'elles deviennent après ? En fait, elles se dissolvent naturellement en une dizaine de minutes, une vingtaine de minutes, en fait. En fait, c'est complètement des choses qui sont biocompatibles. On les évacue par les poumons. Et donc, c'est vraiment non toxique et c'est utilisé déjà en clinique. Ces bulles de gaz sont utilisées en clinique pour mieux voir le sang. Mais là, on les utilise de manière un peu plus compliquée pour augmenter la résolution, en fait. Derrière une invention comme celle-là, il doit y avoir des paquets de brevets déjà, hein, parce que sinon… Oui, on avait fait des brevets. Alors, le brevet est déjà licencié à une entreprise française qui a été créée en 2016, qui s'appelle Iconeus, pour la partie imagerie du cerveau. Et puis, par contre, c'est uniquement sur la partie neurosciences et cerveau qu'il est licencié. Il est disponible aussi pour ce brevet pour d'autres applications sur d'autres organes. Alors, bon, chapeau, hein, parce que c'est vrai que tous les internautes là sont impressionnés, et c'est vrai que c'est magnifique d'arriver à un tel niveau de précision. On n'a plus qu'un quart d'heure de direct ensemble. Alors, je voudrais qu'on parle de cette autre casquette que vous avez, Mathias Fink, puisque vous travaillez… alors, on a compris que vous êtes un spécialiste de la question des ondes, mais on a plutôt parlé d'ondes sonores et ultrasonores. Mais aujourd'hui, vous travaillez beaucoup sur la question de ces fameuses ondes électromagnétiques qui servent à la téléphonie, aux télécommunications. Vous travaillez sur la 5G, vous travaillez même sur la 6G. Même sur la 9G. La 9G. Non, mais je dis ça en rigolant. Oui, alors, en fait, vous me rappelez le principe des miroirs à retournement temporel. Quand une source envoie une onde, si elle rencontre un miroir à retournement temporel, l'onde revit sa vie passée et revient sur la source. Alors, lorsqu'on a fabriqué ces miroirs en 1990, on s'est dit, on pourrait aussi essayer d'en faire pour les ondes électromagnétiques. Il n'y a pas besoin que ce soit des ondes acoustiques, ça peut être pour n'importe quelle onde. Et donc, on a commencé dans les années 2000 à fabriquer des premiers miroirs à retournement temporel pour les ondes électromagnétiques. Et on s'est rendu compte à l'époque que c'était une idée qui pouvait changer la donne en télécommunication. C'était l'époque où il n'y avait que la 3G et un peu la 4G. Et à l'époque, on a déposé des brevets sur utiliser des miroirs à retournement temporel électromagnétique pour que, au lieu, quand vous faites de la communication entre personnes, les antennes des stations de base, elles arrosent toute la ville. Elles envoient de l'énergie partout. C'est débile d'envoyer de l'énergie partout. Il vaudrait mieux n'envoyer des ondes que sur les téléphones là où ils sont.
Donc, on pourrait envoyer bien moins d'énergie et puis ça irait vers les téléphones. Et donc, basé sur le principe du retournement temporel, on avait proposé de faire de la télécommunication par retournement temporel qui ferait que les stations de base, une fois qu'elles identifient un téléphone, apprennent à envoyer une onde qui ne va que dans la zone du téléphone. Mais c'est un peu le principe de la 5G déjà, ça. Et en fait, on a découvert, avant la 5G, on a des papiers là-dessus, on a découvert toutes les bases de la 5G. Et on a même, à l'époque, voulu faire une société qu'on a appelée Time Universal Communication pour essayer de pousser ça. Mais ça coûtait très cher et on était des petits Français. Et les gens ont commencé à s'intéresser à ça et ça, c'est devenu la base de la 5G. Et alors, la base de la 5G fait que les stations de base ont des réseaux d'antennes qui apprennent au mieux à envoyer des ondes vers certains téléphones dans certaines zones. Sauf qu'elles envoient ces ondes de façon pas efficace, parce que les stations de base sont très loin des gens. Et donc, la 5G, c'est ça. C'est notre idée, et dans la 5G maintenant. Et alors, l'idée que j'ai proposée, que j'ai poussée avec un autre chercheur de mon labo qui s'appelle Geoffroy Lerosey, il y a 10 ans, c'est est-ce qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que la 5G? C'est-à-dire, imaginez que vous ayez dans la chambre où vous êtes, sur un mur, un petit miroir magique qui fait par exemple la taille d'un poster, et que ce miroir soit un miroir pour les ondes électromagnétiques. Et imaginez que les ondes qui arrosent toute la pièce, qui arrivent des stations de base, ce miroir les prend et les réfléchit en les refocalisant là où il y a des téléphones dans la pièce. Si vous êtes capable de faire ça, au lieu que votre téléphone ait une antenne toute petite qui fait qu'il n'a pas de sensibilité, c'est la taille du miroir qui devient la taille de l'antenne de votre téléphone. Et on appelle ça les surfaces intelligentes. Et quand on a proposé ça en 2014, tout le monde a rigolé en disant des surfaces intelligentes, on n'a pas besoin de ça pour les ondes électromagnétiques. Et puis on a monté une start-up, Geoffroy Lerosey est un des dirigeants de la start-up qui s'appelle Greener Wave, et on pousse cette technologie. Et alors, les gens ont découvert il y a 1 an notre technologie. Et depuis 1 an, sur cette idée des surfaces intelligentes, il y avait 0 papier avant, sauf de notre équipe. Il y a eu 1000 papiers, venant principalement de Chine et des États-Unis, sur comment les surfaces intelligentes peuvent changer la donne. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous savez que le problème, c'est le gaspillage énergétique. Quand vous avez des stations de base qui émettent beaucoup de watts, elles émettent beaucoup de watts électromagnétiques, et vous envoyez des ondes qui, en gros, vont partout. Et ce n'est pas très intéressant d'envoyer des ondes qui vont partout. Il vaudrait mieux que les ondes ne se concentrent que là où il y a des téléphones, en se concentrant juste pour qu'il y ait le bon niveau pour que le téléphone soit content. Et donc, si vous mettez ces surfaces intelligentes dans une pièce, vous pouvez diviser l'énergie émise par les stations de base, et c'est ça qui fait souvent peur aux gens, les grosses antennes relais que vous voyez, vous pouvez diviser cette énergie par 10 ou par 100. Il suffit que dans votre environnement, il y ait un petit miroir, et ce miroir va rabattre les ondes vers vos téléphones. Et en fait, c'est comme si l'énergie électromagnétique, au lieu d'aller partout dans la pièce, elle n'ira qu'autour des gens qui utilisent un téléphone et qui en ont besoin. S'il n'y a personne, il n'y aura pas d'énergie. Et en fait, on développe ces surfaces intelligentes qui, physiquement, c'est l'équivalent du produit de 2 miroirs à retournement temporel, mais je ne vous explique pas la physique de ça. Mais quand on fait ça, eh bien, d'un coup, on peut économiser énormément d'énergie. Et on pourrait faire que les débits d'information qui croissent entre la 4G et la 5G, au lieu de nécessiter d'envoyer beaucoup plus d'énergie, eh bien, on pourrait réduire les niveaux d'énergie encore très fortement, mais il faudrait des surfaces intelligentes. Et quelque part, c'est un marché en devenir. Maintenant, c'est considéré clairement dans la 6G comme une des choses qui fera un gros changement de la facture énergétique. Et les gens commencent à dire que ça pourrait arriver à la fin de la 5G. Bon, mais ça, c'est 2 histoires. Et là, on a une très belle start-up française là-dessus. Et on espère qu'elle restera française.
parce que quelque part, la France a perdu beaucoup de billes dans le domaine des télécommunications. À une époque, on avait une grande société qui s'appelait Alcatel, et on était un grand pionnier en télécom en France. Et puis maintenant, il n'y a que 3 sociétés en gros dans le monde, ou 4, Huawei, Samsung, Nokia, Ericsson. Et là, c'est quelque chose qui est intermédiaire entre les téléphones et les stations de base, c'est le mur intelligent. Et bon, alors, il y a beaucoup de recherches là-dessus. Je vous dis, il y a eu à peu près 1000 papiers sortis cette année là-dessus dans le monde. Et, et ça, c'est un domaine intéressant. C'est pas du médical. L'internaute Purple Pachyderme nous dit, mais quand on est dehors alors, quand on n'est pas à la maison, quand on n'est pas à portée d'onde du miroir. Ouais, alors on envisage que sur certains bâtiments, il y a des surfaces intelligentes. Et l'intérêt de ces surfaces intelligentes, c'est qu'elles n'émettent pas d'ondes, elles émettent rien, elles. C'est pas des tas d'antennes actives, c'est une surface, c'est un miroir. Mais le miroir façonne les ondes qui lui arrivent pour les envoyer là où on veut. Et donc, vous avez tout à fait raison. Les surfaces intelligentes à l'intérieur des bâtiments, ce sera très intéressant pour améliorer les coms. Mais des surfaces intelligentes sur certains murs dans certaines rues permettront de faire que les stations de base devront émettre beaucoup moins d'énergie. Et en fait, ce qui consomme, c'est les stations de base. Ce sont les stations de base qui crachent beaucoup d'énergie. Et vous, la qualité du message que vous recevez sur votre téléphone dépend de la petite énergie électromagnétique que vous recevez. Et au lieu qu'il y ait un gaspillage colossal d'énergie entre les stations de base et les téléphones, ben vous faites que cette énergie ne va que là où il y a des utilisateurs. Et l'internaute Diamond qui pose la question, pourquoi la surface n'est pas sur le téléphone lui-même? Alors, très bonne question. Et même dans les brevets qu'on a, on a par exemple un ordinateur portable dont la surface arrière n'est qu'une surface intelligente. Sur les téléphones, ils n'ont pas une surface assez grande. Ce que je vous ai dit là, c'est que la surface, par exemple, que vous allez mettre chez vous, ce sera un petit poster, l'équivalent d'un petit tableau. Et ça fait que toute l'énergie qui arrive sur cette surface va vers votre téléphone. Maintenant, si votre surface, c'est la surface de votre téléphone, bon, c'est bien, mais ce sera intéressant lorsqu'on va passer dans ce qu'on appelle les ondes millimétriques, dans la bande de la 5G qui n'est pas encore là, qui a 28 GHz ou 26 GHz. Il y aura peut-être des téléphones qui pourront être équipés de ça, mais l'effet ne sera pas aussi spectaculaire que s'il y a des murs un peu intelligents. Alors, derrière, il y a le concept de mur intelligent. Vous savez que les gens font des murs intelligents pour la chaleur, des murs intelligents pour la lumière, des fenêtres intelligentes qui laissent passer la lumière ou pas. On pourrait penser à avoir des murs intelligents pour les ondes électromagnétiques, et ça permettrait, par rapport à la crainte des gens, par rapport aux énergies électromagnétiques émises par les stations de base, ça permettrait de changer complètement le paradigme. Ça arrive doucement dans la 5G, mais dans la 5G, la concentration d'énergie n'est pas vraiment forte. On gagne. Dans la 5G, on peut considérer que pour envoyer autant d'informations sur un téléphone, on peut gagner par rapport à l'énergie envoyée par les stations de base, elles émettent moins d'énergie et le rapport est de l'ordre de 10, entre 5 et 10. Mais quand il y aura des surfaces intelligentes, le rapport sera bien plus grand parce que la concentration se fera à partir de surfaces qui ne sont pas trop loin des utilisateurs. On parle aussi beaucoup de textiles intelligents hein, depuis des années. On pourra peut-être avoir. D'ailleurs, ces mêmes surfaces intelligentes, Greener Wave les développe pour faire des pare-chocs intelligents. Non, mais ça pourrait être un t-shirt, ça pourrait être Pour le moment, on n'a pas encore la technologie en souple, mais si on a les moyens, on pourra faire ces surfaces souples. Ah oui, la souplesse, ok. C'est la souplesse qui on pourra faire les surfaces aussi transparentes. Et l'alimentation, elles ne nécessitent pas leur propre alimentation? Alors, l'alimentation est tellement faible qu'elles peuvent s'auto-alimenter par l'énergie électromagnétique qui existe déjà dans les pièces. Mais c'est quasi miraculeux, là, cette affaire. Et vous avez tout ça, c'est un domaine qui est en train de boomer. Et notre équipe, l'Institut Langevin, était à l'origine de ces idées.
Et là, maintenant, ça intéresse vraiment les gens. Est-ce que on a beaucoup parlé du manque de relais au niveau des décideurs, etc. Les grosses boîtes, même, je sais pas, moi, je suis ministre de l'économie. J'entends ça, je saute sur ma chaise et je prends mon téléphone. Eh bien, si vous êtes ministre français, je suis pas sûr que vous avez ce genre de réaction. Vous serez ministre chinois, tout de suite, vous le ferez, ou ministre américain. Bon, maintenant, le message, c'est, messieurs les ministres, n'attendez pas que Greener Wave devienne chinoise. Ah oui, non, c'est quand même. Et voilà. Et il y a de belles idées qui sortent de France tout le temps. Plein d'inventeurs. Michael et moi, on est ce que j'appelle moi des inventeurs du public, parce qu'on fait nos inventions dans le public, mais notre but, c'est quand même qu'elles servent. Et donc, comme la loi nous permet de participer, ben, on essaye de pousser. Mais maintenant, on voudrait que toutes nos inventions puissent rester françaises et faire des grandes boîtes françaises. Bon, maintenant, on verra. Ça, c'est une autre histoire. Bon, c'est extraordinaire, Michael. Oui, il y avait une question tout à l'heure que j'ai trouvé intéressante, et Mathias, c'était, je crois que c'était Shura 70 ou Shuka 70, je ne me rappelle plus, je ne vois pas. La personne demandait si ça pouvait permettre de ne pas envoyer d'ondes quelque part sur les personnes électrosensibles. En fait, au lieu de focaliser, faire un nul, quoi, en fait, sur les. Alors, en fait, dans tous nos brevets, parce qu'on a une dizaine de brevets là-dessus, ces surfaces peuvent servir à annuler le champ électromagnétique à des endroits ou à le renforcer à d'autres. Pour le renforcer, c'est très facile parce que, comme il y a un téléphone, si le téléphone est content, la surface est contente et elle apprend à rendre le téléphone heureux. Et donc, lui, il dit, ah, ça y est, je suis content, et la surface a trouvé la meilleure configuration. Et si la personne se balade, la surface le suit, quoi. Elle ne bouge pas, la surface, mais les ondes le suivent. Maintenant, on sait aussi annuler le champ électromagnétique. Et le problème, c'est que pour l'annuler à un endroit, il faut qu'il y ait quand même une antenne à cet endroit pour dire c'est là que je veux l'annuler. Et donc, on réfléchit comment ça pourrait servir aussi à protéger certaines zones pour les électrosensibles. Et au passage, ces mêmes murs dont je vous parle, qui sont intelligents pour les ondes électromagnétiques, on essaye de les développer maintenant pour les ondes sonores. Si vous avez un mur dans une pièce, quand il y a du son qui arrive sur ce mur, est-ce que ce son peut aller sur une personne pour qu'il entende très bien ce que vous lui dites, ou est-ce que vous pouvez détruire le son dans certains endroits? Et il y a un concept de mur intelligent pour ondes sonores qu'on regarde, mais c'est plus compliqué parce que le son a une large bande passante, et faire une surface qui marche entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est très très dur. Mais on réfléchit à faire des murs intelligents et pour les ondes électromagnétiques et pour le son. Moi, je suis sensible à un effet qui s'appelle, que vous connaissez, quoi, qui est l'effet opéra ou celle de, disons, quand il y a 3 personnes qui parlent dans une pièce, je ne comprends plus rien. Ce serait bien que quand une personne parle à quelqu'un, la pièce, les murs changent leur propriété pour que tout le son qu'il envoie n'aille qu'à cette personne. Et chaque personne pourrait parler à un autre, et les murs se reconfigureraient pour que le son passe bien. Alors, bon, c'est peut-être juste amusant, mais on peut contrôler les ondes. Et ces surfaces intelligentes, c'est un peu leur but. Eh bien, c'est extraordinaire. Moi, c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout jusqu'à la discussion qu'on a eue ensemble à Mathias Fink. Je suis heureux qu'on ait pu développer ça pendant cette émission. Bon, on aurait envie de continuer. On a plein de commentaires. Nirla Top Tech fait une référence à Spirou. C'est toujours bien de faire une référence à Spirou. Ouais. Alors, c'est pas, voilà, c'est super Spirou et Franquin et Zorglub. Michael Tanter, on va suivre évidemment tous les développements là de l'imagerie ultrasonore et de la façon dont vous auscultez le cerveau. Ça donne des images époustouflantes, mais surtout ça fait une science extraordinaire, et en termes de diagnostic et d'aide aux personnes qui sont malades, et ben ça a un potentiel vertigineux. Je vous remercie grandement tous les deux. Je rappelle que Mathias Fink. Oui, allez-y, Michael. Je veux dire, on espère aussi que, un peu comme Mathias, mais on espère que la start-up qu'on a montée qui essaie de développer ce système pour le corps entier en 3D,
J'espère, et elle se fera pas absorber aussi dans l'avenir par des boîtes étrangères. Il faut vraiment qu'on arrive à trouver une solution à chaque fois pour que conserver les entreprises en France. Bon, ouais, on va envoyer ce Twitch à Bruno Le Maire, là. On va le... Bien. Merci. On va le secouer. Merci pour votre aide. Merci beaucoup. On sera de retour. Alors, je rappelle quand même rapidement, vous êtes tous les deux, Mathias Fink, Michael Tanter, vous êtes donc nommés au prix du lauréat européen de l'année. On connaîtra le résultat le 17 juin. Évidemment, on le donnera sur le site web de Sciences et Avenir et dans Sciences et Avenir tout court. Les internautes, vous pouvez voter pour le prix du jury sur le site web de Sciences et Avenir, il y a le papier qui est relatif à ce Twitch dans lequel vous aurez le lien pour savoir comment voter pour l'imagerie ultrasonore de Mathias Fink et Michael Tanter. Merci à vous deux. On revient la semaine prochaine pour un nouveau Twitch qui sera animé par mon collègue Philippe Pajot, le rédacteur en chef de la recherche. Il sera question des rêves, la science des rêves. Je crois que c'est le titre d'un film de Michel Gondry, mais ça sera donc aussi un stream présenté par Philippe Pajot la semaine prochaine à 17h30 sur le Twitch de Sciences et Avenir. Merci à tous. Vous pourrez tout revoir en replay sur le site. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.